Bienvenue à Caméra Mosaïque sur MCTV, un segment qui sera consacré aujourd'hui à l'actualité politique internationale avec cette guerre qui fait rage aux portes de l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes rejoints par Anastasia Shaposhkina, ukrainienne qui vit à Paris, en France. Elle est notre invitée aujourd'hui. Avec elle, nous allons essayer de comprendre la résistance ukrainienne. Bienvenue à Caméra Mosaïque. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour démarrer ce segment cet après-midi, pouvez-vous brièvement vous présenter à toutes celles et tous ceux qui suivent cette émission? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis américaine d'origine ukrainienne. Je suis née, j'ai grandi en Ukraine, dans le centre du pays, dans la région de Poltava, donc qui se trouve pile poil à la rivière, qui est par les médias occidentaux en tant que cette ligne de division donc de l'Ukraine. On va en parler un peu plus tard. Du coup, dans ma formation, elle est dans les relations internationales et ma carrière s'est poursuivie dans l'industrie énergétique avant que je suis passée quand même à mes racines. Donc, aujourd'hui, je dirige un think tank Circles à Paris qui travaille sur les problématiques de l'énergie et de la défense dans les régions de l'Europe de l'Est et notamment se centraliser sur Le 24 février 2022, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU tenait une réunion d'urgence sur des informations faisant état de l'imminence d'une invasion de troupes russes en Ukraine, le président Vladimir Poutine annonçait une opération militaire. Anastasia Shaposhkina, comment avez-vous vécu cet événement? Étiez-vous surprise par cette décision du chef du Kremlin? Le 24 février est une des pires journées de ma vie, donc les souvenirs sont vraiment dès l'heure par un appel téléphonique de ma cousine à 6 heures du matin avec les cris nous sommes bombardés. Donc jusqu'à toute la journée et tous les jours suivants se sont mélangés dans un grand chaos, on peut dire, d'émotions, de peur, de l'angoisse, etc. J'étais pas surprise par l'invasion. Pour moi, déjà, je suis en contact avec beaucoup d'Ukrainiens par la voie professionnelle et personnelle. Et certains de mes homologues dans les think tanks ukrainiens ont préparé tout ce qu'ils ont appelé les plans de contingence depuis octobre 2021. C'est-à-dire, ils ont déplacé leurs serveurs, ils ont déplacé avec des think tanks, ils ont déplacé certains équipements et ils ont fait déménager la plupart de leurs équipes à l'ouest du pays en avant. J'ai aussi des amis qui ont quitté l'Ukraine 2 mois avant l'invasion, ou 1 mois avant, justement par l'anticipation, ça va pas se bien passer. Et ensuite, pour moi, personnellement, bien sûr, on avait toute l'information partagée par les services de renseignement américains, mais pour moi, personnellement, je n'avais plus aucun doute que que l'invasion va se poursuivre l'année prochaine. Après 2 événements, le premier étant l'annonce de Joe Biden que toutes les familles du personnel qui travaille dans les ambassades doivent. Et ça, c'est quand même, c'était très fort. Et ensuite, deuxième, c'est quand mes amis à Kyiv en fait, toutes les ambassades sont donc ils ont été laissés tout seuls. Et là, oui, on sait que quand on est tout seul et tout le monde pour se sauver, on sait que il y aura un problème qui va arriver très rapidement. Donc, pour moi, pour beaucoup de mes amis, pour ma cousine aussi qui travaille dans un village où quelques jours avant la guerre, ils ont été donnés les instructions de préparer avec leurs enfants 1 litre d'eau, 5 mètres, donc différents équipements médicaux
médicale et nourriture donc pour survivre quelques heures. Ils ont compris qu'ils ont aussi donné les instructions pour vider toutes les où on peut se couvrir contre le bombardement et savaient que la guerre est à la porte. Avant d'aborder directement le thème central de cette émission, comprendre la résistance ukrainienne face à cette invasion, aidez-nous à cerner à travers l'histoire le processus de rupture avec l'héritage soviétique d'abord et la Russie depuis l'indépendance en août 1991. Déjà pour dire que tout ce qui est le territoire de l'Ukraine aujourd'hui, jusqu'à 18e siècle, on peut dire 17e siècle, la plupart de ce territoire appartenait à la Pologne. Donc la Pologne et la Lituanie qui faisaient un État commun. Quand je dis la plupart de la territoire, je veux dire Kyiv, je veux dire Zaporizhia, par exemple, qui se trouve au sud-est. Vraiment, presque la totalité de la territoire de l'Ukraine n'appartenait pas toujours à la Russie. Donc ça, c'est le premier point que je veux faire. Et donc, de là, l'héritage historique d'appartenance aussi à la civilisation, on peut dire occidentale, mais aussi quelques années, plusieurs fois, plusieurs années, plusieurs décennies même, de tentatives du peuple ukrainien de sécuriser son propre gouvernement, sa propre autorité sur son propre territoire, dès le Moyen-Âge, on peut dire, et surtout dès la Renaissance, marque la naissance qui est devenue l'identité nationale, déjà en 1991. Les Ukrainiens ont aussi essayé de marquer leur indépendance pendant quelques ans après la révolution en Russie en 1917. Ils ont réussi de fonder leur État qui ensuite a été intégré par la force d'une partie dans l'Union soviétique. Et une grande partie de l'Ukraine, qui se trouve à l'ouest du pays, appartenait à ceux qu'aujourd'hui on appelle la Pologne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand on dit l'héritage soviétique, il faut aussi avoir l'esprit que, pas pour toute l'Ukraine, que l'héritage était pareil. Pour ne rien dire sur la Crimée, qui est devenue vraiment une partie de l'Empire russe, après presque de la guerre, des différentes guerres, et c'était que en deuxième partie du 19e siècle. Historiquement, Crimée appartenait aux Grecs et ensuite à la Turquie, à l'Empire ottoman. Donc ça, c'est juste pour faire ces quelques références historiques. Ensuite, en 1991, l'État ukrainien, donc, ils sont repartis sur cette même trajectoire qu'ils ont espéré déjà avoir 74 ans auparavant, donc après la révolution russe, ils sont repartis dans le même chemin, donc en établissant donc, toutes les différentes bases de l'national qui n'existaient pas pendant l'Union soviétique. Tout d'abord en passant par la langue. Donc la langue russe était imposée sur toutes les anciennes soviétiques. Et une des premières choses que le gouvernement a fait, comme dans d'autres États, et comme dans n'importe quel État, la France, l'Angleterre, donc l'Irlande, vous dites quelle est votre langue nationale. Et donc, ils ont retourné vers la langue ukrainienne. Et ça, c'est donc le renseignement, tout l'enseignement dans les écoles, dans les établissements de haute étude est passé à l'ukrainien. Et ensuite aussi, tout ce qui est bien sûr la séparation de l'industrie économiquement. Donc, vous devez avoir imaginé que toute l'industrie de l'Union soviétique était absolument interconnectée sur toutes les républiques, anciennes républiques. Et donc, quand un pays passe en autonomie économique, c'est-à-dire les coupures des connexions, certaines connexions économiques, et bien sûr l'établissement de leur propre pool de propriétaires. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement russe, les oligarques russes, etc. Donc, à la base, ils partagent tout ce qui reste en Russie, économiquement parlant, et en Ukraine, ce sont d'autres acteurs, les acteurs ukrainiens, qui se partagent. Donc, l'héritage économique.
Ensuite, donc là, culturellement aussi, c'est la renaissance de tout ce qui est alors, par la langue, en passant par la langue et la musique, la culture ukrainienne. À ce jour, on parle vraiment d'un héritage qui, dans ces dernières 30 ans, est assez significatif. Et il y a vraiment énorme aspect de la musique, de tout ce qui est la création artistique, donc la conscience nationale est là. Et nationale, elle est donc bien sûr, comme vous disiez, donc il y a cette legacy soviétique, on peut dire héritage, donc qui apporte avec lui aussi cette nostalgie chez les personnes plus âgées qui ont beaucoup perdu économiquement pendant la fin de l'Union soviétique. Mais aussi, vous avez la naissance de la nouvelle génération. Manifeste, donc, qui grandit. Donc, ma génération, du coup, on est grandi, la plupart de nos vies, on était nés encore dans l'Union soviétique, mais on a grandi déjà dans le camp. Et les personnes qui sont nées 5, 10 ans plus tard, ils n'ont jamais connu, même pas pendant un jour, l'Union soviétique. Et donc là, vous avez des personnes qui ont toujours eu conscience, dès leur très jeune âge, qu'ils sont ukrainiens et pas autre chose. Pas le mix dans leur tête, jamais. Ils sont allés à l'école, ils ont parlé ukrainien pendant les cours, ils ont appris tout en ukrainien, etc. Donc, c'est toute une... Pendant ce temps-là, tout le monde avait la liberté de parler russe. Et c'est très important de comprendre aussi, c'est que c'est comme en Irlande, vous avez la langue nationale, vous avez aussi la langue anglaise, et ça se passe... Si un Irlandais parle anglais, ce que la plupart des Irlandais, je pense, parlent, ça va les Anglais. Ils restent Irlandais. La même chose, de la même façon que quelqu'un en Suisse, quand il parle italien ou allemand ou français, pas moins suisse. Donc de la même façon, en Ukraine, vous pouvez parler russe, mais tout en étant ukrainien. Et ça, c'était toujours. Maintenant, toute cette jeune génération, donc, elle s'est mis pour la première fois pendant la révolution orange, 2004-2005. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y avait les élections présidentielles et le président que tout le monde sentait qu'ils sont élus n'a pas été élu. Donc, quand vous avez une énorme masse de population voilà, c'est très étrange. Et vous et tout le monde que vous connaissez, vous avez voté pour tel président, mais quelqu'un d'autre est élu, vous savez qu'il y a peut-être la fraude. Bien sûr, la fraude, c'était très courant. Et donc, vous avez les premières manifestations en masse et la première prise en pouvoir de la situation par la coquin résultat. Donc, le Cour suprême doit revoir en conséquence de manifestation les résultats des élections et le président pro-occidental, clairement pour la première fois, vient au pouvoir en Ukraine. Avant ça, les présidents ukrainiens ont essayé de balancer entre l'Occident et la Russie. Ensuite, la deuxième manifestation, 2014, quand vous avez l'Euromaïdan, donc il y a déjà, vous avez une deuxième génération qui a grandi vraiment dans l'Ukraine libre, même personnes qui ont déjà fait leur première preuve politique en 2005, et vous avez déjà la société civile qui, pendant ces 9 ans, a grandi et est arrivée à la maturité. Et là, vous avez donc les manifestations beaucoup plus longues, beaucoup plus violentes aussi, quand le gouvernement décide de réagir avec la violence sur les manifestations paisibles. En Ukraine, c'est leur différence entre les manifestants ukrainiens et les manifestants russes ou les manifestants biélorusses, c'est que à la violence policière, ils réagissent avec la violence. Ils n'ont pas peur de la violence policière. Ils réagissent avec la violence. Il y avait des morts, et donc ça, c'est déjà scellé cette réalisation dans l'esprit public que être ukrainien, ça porte un prix, et que si on ne paie pas ce prix, on va être complètement ravagé par le régime. Le régime, on ne peut pas permettre, les Ukrainiens ne peuvent pas permettre au régime pro-russe, c'était le régime pro-russe en 2014, donc qui a fait toutes ces répressions, donc de prendre pouvoir et de rester au pouvoir, ce serait au détriment de leur propre vie. C'est ça que les gens réalisent en 2014. Et ensuite, bien sûr, la Russie décide de faire la première invasion, Crimée et ensuite en
en Ukraine, donc à l'est de l'Ukraine, en Donbass. Et là, c'est le début pour toute l'Ukraine, c'est le début de la guerre avec la Russie. Tous les Ukrainiens n'ont ça que la guerre avec la Russie, que l'invasion. Pas le gouvernement. Le gouvernement choisit de ne pas utiliser ces mots. Et, il y a des dizaines de milliers de personnes qui perdent leur vie pendant les 8 ans qui suivent 2014. Maintenant, quand on arrive à 2022, on a toute cette histoire moderne qui est déjà formée, qui est scellée dans les cerveaux des gens. Ils savent qu'ils sont ukrainiens. Tout ce qui était avant 2014, il y avait des partis pro-russes politiques, il y avait des votes dans les, etc. Maintenant, il n'y a plus ça. Après 2004, fini. Les partis russes n'ont jamais revenu un soutien populaire de quelque importance que ce soit. Et la Russie complètement, on peut dire, l'influence en Ukraine de point de vue politique. Nous rappelons que notre invitée est Anastasia Shaposhkina, professeure à Sciences Po Paris et présidente fondatrice de Eastern Circles, un think tank basé à Paris. Quand les chars russes sont entrés en Ukraine le 24 février 2022, les observateurs les plus avertis et même des experts militaires pensaient que la guerre n'allait durer peut-être quelques semaines. Plus de 10 mois après, la guerre se poursuit. Aidez-nous à comprendre la résistance ukrainienne manifestée d'abord du côté de la population civile. Donc, pour comprendre la résistance, c'est très simple. La population civile, elle a déjà, pendant les 8 ans, ils sont observés, ils savent, pas parce que mais parce qu'ils ont des personnes qu'ils connaissent, leurs familles, leurs amis, qui ont vécu l'occupation russe à Donbass, qui ont vu des persécutions au Crimée. Ils ont vu, avec leurs yeux, 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, vers leur région, de Donbass, les régions. Donc, ils savent qu'est-ce qui se passe. Pas parce que c'est les médias qui le disent, c'est parce qu'ils le savent des gens qui le connaissent. Et donc, ils savent exactement ce que ça veut dire quand la Russie arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va les apporter? Ça va les apporter la mort, ça va les apporter les disparitions des personnes par kidnapping, ça va les apporter l'oppression de tout ce qui est la parole libre, etc. Déjà, voir ce qui se passe en Russie, mais surtout, ils savent ce qui se passe dans les territoires. Et donc, quand les chars russes arrivent, chaque personne sait que soit ils sont capables d'évacuer, soit ils restent. Et chaque personne veut son propre territoire, dans le sens de sa propre maison, sa propre ville. Et c'est là où on dirait, la résistance, elle se forme automatiquement. Parce que vous savez, de la même façon que les Français savaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands sont arrivés, ou je sais pas, que ça vous apporte la menace totale de votre vie quotidienne, ça va changer pour toujours, ça ne peut jamais être pareil. Ça rapporte la menace mortelle. Et le seul moyen de vous défendre, c'est de prendre des armes ou d'agir avec le gouvernement, avec l'un et l'autre. Les exemples, donc, sont par exemple une ville au sud de l'Ukraine, Mykolaiv. Là, les civils, la mairie, ils ont été en communication avec les militaires, ils ont organisé la défense de la ville, et avec les militaires, mais aussi surtout avec les civils. Par cette organisation de cette défense, ils ont réussi de repousser l'armée russe dès le premier jour jusqu'à Kherson. Et c'est pour ça que l'armée russe a été beaucoup sur Kherson, mais Mykolaiv, ils ont beaucoup longtemps occupé. À Kyiv, vous avez eu des batailles dans les rues. Et les personnes qui ont mené les batailles, bien sûr, il y avait des militaires ici, il y avait des personnes qui venaient de joindre l'armée. Il y avait des queues de personnes pour aller s'inscrire dans le service militaire. Toutes les personnes de sexe masculin que je connais, ils ont tous allé pour déclarer, moi j'existe, voici, j'habite ici. Est-ce que vous avez besoin de moi aujourd'hui? Est-ce que je viens demain? Etc. Donc, parce que la réalisation que l'arrivée de la Russie signifie la mort, elle est
absolument totale, totale chez la population. Et certains, le rôle des municipalités, le rôle du gouvernement local est important. Et c'est très développé en Ukraine, la gouvernance locale. Dans certaines villes, comme Kyiv, la décision a été prise de donner à la population. Tout le monde qui a voulu les armes, ils ont pu les avoir tout de suite. Et beaucoup de gens les ont pris, bien sûr. Comme ça, quand vous avez des gens qui arrivent chez vous, vous pouvez les accueillir avec des outils adaptés. Donc, au moins ça. Et ensuite, bien sûr, c'est l'organisation, c'est la fermeture des routes, des patrouilles dans les territoires, c'est aussi l'aide au tout ce que la coopération avec la police et l'armée pour détecter donc, les gens qui vous semblent de suspicion parce que vous ne les avez jamais vus dans votre quartier, etc. Signaler tout ça, envoyer des photos, envoyer des coordonnées. Et ça, c'est quelque chose qui a pris énormément et qui mène au fait que l'armée et la société, aujourd'hui en Ukraine, ils sont extrêmement interliés. Ils sont interliés sur la technologie, sur les achats d'exécutifs, sur la présence physique, sur la défense physique. Et hommes, femmes aussi, c'est pas grand. Il y a énormément de femmes qui ont joint l'armée, qui ont déjà été en armée, encore plus qui ont joint. Je pense qu'aujourd'hui, 20% des personnes qui servent dans l'armée, toutes les fonctions sont les femmes. C'est pas que les fonctions back-office, pas du tout, loin de là. Ce sont des gens qui sont dans les tranchées, qui tirent, qui commandent, qui mènent les batteries, qui gèrent aussi. Donc, c'est ça qui explique la résistance. Mais avant l'invasion et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, existait-il un service militaire ou d'autodéfense obligatoire en Ukraine? Donc, le service militaire obligatoire a cessé en 2013. Ce qui est la base de beaucoup de critiques pour le gouvernement et qui est partie d'une explication pourquoi en 2014 c'était la Crimée. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est vrai que le service militaire obligatoire existait avant 2013. Ensuite, il existait. Ensuite, c'est l'armée contractuelle qui était mise en place. Ensuite, et il n'y avait pas de manque de volontaires d'ailleurs d'aller à Donbass. Il y avait aussi après 2014, donc il y avait aussi le recrutement qui a commencé. Donc, on a commencé à recevoir les lettres et les ordres d'aller se battre, ce qui est beaucoup plus violent, donc plus dur. Par tout le monde, c'est une obligation. C'est redevenu une obligation, mais dans les conditions militaires. Et ensuite, depuis la guerre, février 2022, c'est la mobilisation totale de la population. Donc, dans le sens que vous pouvez obtenir une lettre de mobilisation à n'importe quel moment, indépendamment de ce que vous faites, etc. En tant que... Le service militaire dans l'autodéfense, pour préciser, le service militaire normal. Tout ce qui est le service militaire dans l'autodéfense, donc les défenses territoriales, ça n'a pas été obligatoire avant. Aujourd'hui, c'est porté cher, complètement. Venons-en maintenant à l'appui inconditionnel de l'Occident dans cette guerre. En tant qu'Ukrainienne, quel regard portez-vous sur ce soutien militaire, financier et diplomatique, notamment des pays de l'OTAN, des États-Unis en particulier? Le soutien des pays de l'OTAN, notamment des États-Unis, est essentiel pour la continuation de cette guerre par l'Ukraine. Parce que ce sont les équipements. Et aujourd'hui, comme on a vu aussi, surtout depuis la mobilisation des centaines de milliers de personnes depuis septembre, et même depuis l'invasion, que ce n'est pas tant le nombre de personnes que la qualité des équipements qui décide les batailles. Donc, les Ukrainiens n'ont pas de déficit des hommes qui sont prêts à se battre pour leur vie, mais ils n'ont pas de BITD, de complexe militaire et industriel propre, qui les permettrait à se battre à ce niveau.
ce niveau d'intensité militaire et d'intensité d'usage. Donc, c'est là où le soutien de l'OTAN et des États-Unis notamment, mais aussi d'autres pays, et peut être comparé avec le soutien, imaginons que vous avez donné les armes extrêmement modernes à 300. Sans armes, l'armée de l'Ukraine, même avec toute cette volonté et même le nombre de personnes, serait équivalent à 300 Spartans. Ils n'auraient pas de capacité technique de soutenir ce niveau d'engagement militaire. Avec des équipements et des renseignements, ils ont la capacité de faire face à l'armée. En parlant d'aide militaire, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne viennent de délivrer des armes offensives, des chars d'assaut par exemple, à votre pays. Cette contribution militaire va-t-elle aider l'armée ukrainienne à faire face, à repousser une possible escalade dans les prochaines semaines, au plus tard au printemps prochain? Oui, les Ukrainiens, effectivement, ça, cet avis par le président, par le commandant des forces armées ukrainiennes aussi, Valery Zalouzhny, et par d'autres officiers de haut niveau de l'armée ukrainienne, ils attendent l'attaque russe massive, donc les répétitions, donc les tentatives d'envahir peut-être Kyiv, peut-être sur d'autres directions, soit à la fois, soit en printemps. Est-ce que les livraisons de ces nouveaux équipements seront suffisantes? Dépend de leur quantité. Les tanks lourds sont absolument irremplaçables. C'est absolument important, c'est crucial. Les systèmes de défense type Patriot aussi. Les systèmes de défense capables aussi d'abattre les missiles hypersoniques, les missiles balistiques. Donc ça, notre défi. Mais surtout, c'est la guerre d'équipement, ainsi que la guerre des armes, mais c'est la guerre d'équipement du point de vue de la quantité, l'intensité, l'ampleur de l'utilisation des équipements par la Russie, sans précédent, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, c'est pas seulement la qualité, qui est extrêmement important, mais aussi quantité de ces livraisons qui va jouer. La livraison d'armes offensives, notamment des chars d'assaut, sera probablement discutée au cours de la prochaine réunion du groupe de Ramstein en Allemagne. Du côté russe, on annonce une mobilisation massive de nouvelles troupes sur le front ukrainien. Finalement, comment ce conflit va-t-il se terminer à votre avis? Merci. Si on savait la réponse à cette question. mais bien sûr, il y a différents scénarios. On ne va pas les tous balayer, on peut aller à l'infini. Les grands scénarios qui perturbent, qui interpellent tout le monde. Tout d'abord, c'est est-ce que la Russie va franchir la barrière de sa décision d'utiliser l'arme nucléaire ou pas? Si une autre, en utilisant une centrale nucléaire, par exemple, civile, en tant que l'arme nucléaire, ou en utilisant une arme nucléaire soi-disant tactique, ils vont franchir cette barrière. Dans ce scénario, bien sûr, on ne peut plus rien prévoir. On ne sait pas comment l'Occident et s'il va réagir par la force nucléaire, ça peut vraiment partir. C'est le scénario apocalyptique. Ça, c'est une chose. Cette guerre peut se terminer par apocalyptique. Elle peut aussi bien se terminer, à mon avis, sans ce scénario. Mais avec la reprise, c'est un autre scénario assez pessimiste, l'élargissement de la guerre conventionnelle, peut-être en traversant les frontières de l'OTAN en Europe, dans les points les plus faibles, essentiellement les pays baltes ou d'autres. Dans ce scénario, bien sûr, la guerre prend toute une autre ampleur, les pays de l'OTAN, donc ça devient la Troisième Guerre mondiale, mais on n'est pas tout de suite dans
dans le scénario apocalyptique. Après, ça peut se terminer, bien sûr, par des négociations? C'est russe qui est plus fort, qui est plus fort que la première fois, par exemple en coupant à l'Ukraine des lignes d'approvisionnement d'équipements de l'Occident. Ça, c'est aussi un scénario assez compliqué. Et j'espère que je suis confiante que les lignes de défense ukrainiennes à ce stade, ils sont prêts à ça. Et enfin, les scénarios, quand la guerre, bon, bien sûr, il y a les scénarios optimistes, l'Ukraine gagne la guerre, reconquiert tout ce territoire, envoie les Russes chez eux, et les Ottomans épuisés, ou Poutine mort, et il y a un problème, etc., que ça laisse comme ça. Ça, c'est un scénario optimiste. Ensuite, dans le scénario plus, à mon avis, réel, c'est tout ce qui est la guerre qui peut durer très longtemps. La guerre, la conquête de Donbass, à la fin de la guerre, ça durait 8 ans. On n'a pas vu les 8 ans passer. Et les guerres d'aujourd'hui, soit c'est cette guerre-là, soit c'est la Syrie, soit c'est d'autres guerres qui peuvent passer beaucoup. Ils ont cette malheureuse qualité de ne pas se finir. La Deuxième Guerre mondiale, son vertu, c'était que c'était un moment fini. Et c'est fini, c'est par la conquête physique des pouvoirs agresseurs de l'Allemagne et du Japon. Et ensuite par leur cession au pouvoir de l'Occident. Mais aujourd'hui, de prévoir la fin de la Russie par la conquête de la Russie, par l'OTAN, ça fait vraiment un effort de l'imagination. C'est là où tous les optimistes, parmi, par exemple, les analystes russes, la plupart sont aujourd'hui hors de la Russie, et tous les optimistes parmi les occidentaux envisagent ce scénario où, quand il meurt, soit par entrebillé, il commence un grand bazar en Russie, un grand chaos type 1917. Et la Russie repart dans le processus d'autodestruction par la guerre civile, parce qu'il y a par exemple beaucoup d'intérêts qui sont montés pendant cette guerre, accumuler les ressources militaires et financières très importantes et qui ont de l'intérêt que la guerre se poursuive. Mais si un jour il y a la question de transition du pouvoir en Russie, on sait que c'est très peu probable que la transition du pouvoir après Poutine va se passer paisiblement. Et ça, c'est à mon avis la vraie histoire pour nous, parce que si la guerre sanglante intérieure commence en Russie, dans ce cas-là, ça éviterait de l'envahir, ça concentrerait toutes les forces militaires à l'intérieur de la Russie, ils auront déjà beaucoup à faire avec eux-mêmes en se reproduisant, et ça permettrait effectivement peut-être d'un côté, d'une manière, à ramener ce conflit à l'arrêt. Merci. Si on savait la réponse à cette question. mais bien sûr, il y a différents scénarios. On ne va pas les tous balayer, on peut aller à l'infini. Les grands scénarios qui perturbent, qui interpellent tout le monde. Tout d'abord, c'est est-ce que la Russie va franchir la barrière de sa décision d'utiliser l'arme nucléaire ou pas? Si une autre, en utilisant une centrale nucléaire, par exemple, civile, en tant que l'arme nucléaire, ou en utilisant une arme nucléaire soi-disant tactique, ils vont franchir cette barrière. Dans ce scénario, bien sûr, on ne peut plus rien prévoir. On ne sait pas comment l'Occident et s'il va réagir par la force nucléaire, ça peut vraiment partir. C'est le scénario apocalyptique. Ça, c'est une chose. Cette guerre peut se terminer par apocalyptique. Elle peut aussi bien se terminer, à mon avis, sans ce scénario. Mais avec la reprise, c'est un autre scénario assez pessimiste, l'élargissement de la guerre conventionnelle, peut-être en traversant les frontières de l'OTAN en Europe, dans les points les plus faibles, essentiellement les pays baltes ou d'autres. Dans ce scénario, bien sûr, la guerre prend toute une autre ampleur, les pays de l'OTAN, donc ça devient la Troisième Guerre mondiale, mais on n'est pas tout de suite dans le scénario apocalyptique. Après, ça peut se terminer, bien sûr, par des négociations?
c'est russe qui est plus fort, qui est plus fort que la première fois, par exemple en coupant à l'Ukraine des lignes d'approvisionnement d'équipements de l'Occident. Ça, c'est aussi un scénario assez compliqué. Et j'espère que je suis confiante que les lignes de défense ukrainiennes à ce stade, ils sont prêts à ça. Et enfin, les scénarios, quand la guerre, bon, bien sûr, il y a les scénarios optimistes, où l'Ukraine gagne la guerre, reconquiert tout ce territoire, on va les rester chez eux, et les tellement épuisés, ou Poutine mort, et il y a un problème, etc., que ça laisse comme ça. Ça, c'est un scénario optimiste. Ensuite, dans le scénario plus, à mon avis, réel, c'est tout ce qui est la guerre qui peut durer très longtemps. La guerre, la conquête de Donbass, à la fin, la guerre, ça a duré 8 ans. On n'a pas vu les 8 ans passer. Et les guerres d'aujourd'hui, soit c'est cette guerre-là, soit c'est la Syrie, soit c'est d'autres guerres qui peuvent passer beaucoup. Ils ont cette malheureuse qualité de ne pas se finir. La Deuxième Guerre mondiale, sa vertu, c'était que c'était un moment fini. Et c'est fini, c'est par la conquête physique des pouvoirs agresseurs de l'Allemagne et du Japon. Et ensuite par leur cession au pouvoir de l'Occident. Mais aujourd'hui, de prévoir la fin de la Russie par la conquête de la Russie, par l'OTAN, ça fait vraiment un effort de l'imagination. C'est là où tous les optimistes, parmi, par exemple, les analystes russes, la plupart sont aujourd'hui hors de la Russie, et tous les optimistes parmi les occidentaux envisagent ce scénario où, quand il meurt, soit par entrebillé, il commence un grand bazar en Russie, un grand chaos type 1917. Et la Russie part dans le processus d'autodestruction par la guerre civile, parce qu'il y a par exemple beaucoup d'intérêts qui sont montés pendant cette guerre, accumuler les ressources militaires et financières très importantes, et qui ont de l'intérêt que la guerre se poursuive. Mais si un jour il y a la question de transition du pouvoir en Russie, on sait très peu probable que la transition du pouvoir après Poutine va se passer paisiblement. Et ça, c'est à mon avis le vrai espoir pour nous, parce que si la guerre sanglante intérieure commence en Russie, dans ce cas-là, ça éviterait de l'envahir, ça concentrerait toutes les forces militaires à l'intérieur de la Russie, ils auront déjà beaucoup à faire avec eux-mêmes en se procurant, et ça permettrait effectivement peut-être d'une manière à ramener ce conflit à l'arrêt. Pensez-vous que Poutine va mettre fin à cette guerre sans obtenir des concessions du côté ukrainien sur la Crimée, le Donbass, le renoncement au processus d'adhésion à l'OTAN par exemple? Ne pourrait-on pas penser à un autre scénario, celui des négociations par exemple? C'est vrai que ce scénario est possible, sans doute, mais j'ai du mal à voir quand. L'échéance. Déjà, Poutine ne perçoit pas le président Zelensky en tant que son égal. Pour lui et pour le propagande russe aussi, la guerre se poursuit n'est pas avec l'Ukraine, mais avec l'Occident et avec l'OTAN. Donc les négociations, à mon avis, pour Poutine, sont avec les États-Unis. C'est tout, parce que l'OTAN aussi, pour eux, c'est les États-Unis, c'est pas l'Allemagne, la France, c'est d'autres pays. D'un côté, à l'impasse totale, parce que je vois mal les États-Unis se mettre dans une position diplomatiquement. Et ensuite, de l'autre côté, non plus l'Ukraine, à ce stade, après des dizaines de milliers de morts dans quelques mois seulement, de toutes les guerres, à dire on va s'arrêter et négocier avec la Russie. Surtout quand elle sort sur la vague quand même, sur la tendance plutôt militaire. Et quand l'engagement de l'Occident se renforce avec le temps et ne s'affaiblit pas comme la Russie. Donc pour moi, c'est difficile à voir comment l'Ukraine pourrait, le président ukrainien pourrait prendre la position de négociation, parce que le moment dans cette position, il ne va plus être président, physiquement. En Ukraine, c'est très physique, la politique de haut niveau. Comme on a vu pendant les Maïdan, pendant des manifestations. Et je ne pense pas que le président ukrainien, en voyant comment il se comporte, il est dans cette position personnellement non plus. Donc,
Et non plus, je ne vois pas pourquoi Poutine négocierait avec l'Ukraine. La Russie, économiquement parlant, les sanctions ont fait leur mal économiquement, mais déjà, ce n'est pas un grand mal, histoire de la hausse des prix des hydrocarbures. Et deuxièmement, pour les élites russes des dernières 23 ans, les défaites économiques ne sont pas forcément liées à leur politique étrangère, politique militaire. Donc, c'est pas forcément là où on fait mal à l'économie, ça ne va pas forcément jouer sur les décisions militaires. Ils ont énormément de stocks des équipements militaires. Ils peuvent être pas très précis, ces missiles, ils peuvent être vieilles, missiles, etc. Mais il y a de stock qui est gigantesque. Et chez eux, les prochains facteurs, il ne se passe rien. Il y a des cercueils avec des gens qui reviennent, des gens mobilisés. Mais ça n'a pas fait bousculer énormément l'opinion. Presque, on peut dire, il y a aussi la tendance de voir l'inverse. Parce que là, quand vous avez quelqu'un de votre famille qui arrive dans le cercueil, vous vous demandez qui l'avait tué. C'est pas Vladimir Poutine qui l'a tué, ce sont les Ukrainiens. Donc, ça même joue pour renforcer la propagande. Et donc, dans toutes ces conditions réunies, vous avez le limite presque illimité, le stock illimité des armes, vous n'avez pas de la guerre qui passe chez vous. Chez vous, il ne se passe absolument rien. Tout dans le sens sécuritaire, sur les rues, il ne se passe absolument rien. Et la vie continue. Et économiquement, l'économie russe, oui, ça prend des coups. Les Russes, ils ont vu beaucoup pire. Donc ça peut, à mon avis, du point de vue de la Russie, l'incitation à négocier, je ne vois pas. Et en plus, ils ont le capital qui est complètement indispensable, dans le sens que ça ne vaut rien, la vie en Russie. Ça ne vaut rien. Donc, et là, il y a des millions d'euros qui peuvent être envoyés jusqu'à l'infini au front. 100 000 cette année, 200 000 l'année prochaine, le deuxième trimestre, tout ce que vous voulez. Vous écrivez les chiffres et les gens sont mobilisés. La chasse à la population est ouverte. Et ça peut continuer pour la Russie, zéro incitation. Ça peut continuer jusqu'à l'infini. Merci Anastasia Chapouchkina d'avoir répondu à nos questions en nous aidant à comprendre la résistance ukrainienne face à l'invasion de la Russie. Nous rappelons que vous êtes ukrainienne, vous vivez à Paris, vous êtes fondatrice et présidente de Eastern Circle, un think tank sur les questions de l'énergie et de défense dans les pays de l'Europe de l'Est. Vous êtes également professeur à Sciences Po Paris. Merci d'avoir suivi cette émission de Caméra Mosaïque sur MCTV. À bientôt pour un autre segment consacré à l'actualité politique sur le plan international.